Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Je suis Véronique Alois du département international au siège en Espagne et aujourd'hui nous allons vous présenter ce webinaire sur les charpentes métalliques et son calcul automatisé de flambement. Nous allons vous montrer comment effectuer l'analyse de flambement de votre structure en acier avec notre logiciel CP3D et notre collaborateur expert, Monsieur Agustín Morillas. Bonjour Agustín. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Il va vous montrer comment calculer les facteurs de charge critique et les déformés de flambement de la structure pour chaque combinaison. Voilà, comme d'habitude, à la fin de la présentation, vous pouvez poser vos questions si besoin à travers le chat. Et moi, je vais ajouter mon mail pour ceux qui veulent recevoir l'enregistrement. Je vais l'ajouter aussi sur le chat pour que vous puissiez me demander cet enregistrement de la session. Eh bien, voilà, Agustín, je te passe la parole et c'est ton tour. Merci Véronique. Alors je vais couper la caméra. Bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire où nous allons traiter les charpentes métalliques et le calcul automatisé du flambement. Et pour cela, je vous propose cette structure, qui est une structure qui existe. Elle est dans le département du 93, en Seine-Saint-Denis. Alors, c'est une structure qui a des portiques, comme vous voyez ici, des portiques principaux de 15 mètres de portée et la longueur de la structure fait 30 mètres. Donc, c'est suffisant pour y mettre un terrain de tennis. Vous voyez donc ici, comme je le disais, les portiques principaux. On va modéliser également des béquilles qui vont venir soulager les poutres des portiques. On y voit également des pannes qui vont tenir la couverture et qui ont également un rôle structurel puisqu'elles ont des dimensions qui ne sont non négligeables, et également des lisses qui sont réfléchies pour soutenir le poids d'une verrerie, mais également un bardage plus traditionnel de type panneau sandwich. Alors, au niveau de la structure et de la modélisation, en essayant de garder à peu près le même point de vue, ça va donner ça. C'est-à-dire que ici, j'ai retiré les lisses pour que ça fasse un peu moins chargé, mais l'idée est exactement la même. Au loin, on devine les croix de Saint-André. Et au niveau global, la structure que nous allons aujourd'hui calculer va être celle-là. Donc, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est directement d'aller chercher le Portal Frame Generator, c'est-à-dire le générateur de portique, puisque cela va être très, très commode. Alors, je vais créer un nouveau chantier. Je vais l'appeler par exemple terrain de tennis. Alors, le programme va me demander si je veux un portique, évidemment. Alors, à un ou deux versants. Alors ici, il se trouve que les portiques sont à un seul versant. Mais l'idée serait la même si j'avais eu des portiques à deux versants. La seule chose qui changerait, c'est ici, le type de solution déjà préétablie serait adapté à deux versants. Mais ici, le projecteur peut très bien choisir ce qui correspond le plus à son projet. Alors ici, je vais prendre portique rigide. Alors j'ai des portiques de 8 mètres, donc ça, je peux très bien l'adapter à mon projet. Et comme je vous avais dit, la portée est de 15 mètres, puisqu'un terrain fait 11 mètres de largeur, un terrain de tennis. Donc c'est parfait. Donc j'accepte. J'ai ici mon portique schématisé et il s'agit maintenant pour moi de déclarer peu à peu les données générales de l'ouvrage. Alors, j'ai un nombre de travées égal à 6, c'est-à-dire que c'est le nombre d'espaces entre portiques, d'où les 30 mètres que je vous disais tout à l'heure, puisque la séparation entre portiques va être de 5 mètres. Ça, je vais le laisser par défaut. Je vais présenter également ce qui se passe au niveau de la toiture. Je vais avoir des éléments
enfin, je vais avoir un poids des éléments que j'ai déclaré égal à 0,16 kN. Chaque projet sera différent, mais bon, ici j'ai considéré un panneau sandwich bien isolant. La surcharge des éléments, alors étant donné qu'il s'agit d'une toiture non accessible sauf pour l'entretien, c'est-à-dire 0,40 kN plus 0,15 de plaques solaires, bien j'ai considéré que 0,55 était quelque chose de réaliste. Au niveau du clos couvert latéral, c'est-à-dire du bardage, eh bien, comme il s'agit d'une sorte de mixte entre partie vitrée et partie panneau sandwich, eh bien, je propose 0,3. Mais finalement, tout ça, c'est très relatif puisque ça va dépendre du projet de chacun des concepteurs. Par contre, il va falloir que je continue à présenter le vent et après la neige. En ce qui concerne le vent, alors je vais choisir la France puisque je suis en Seine-Saint-Denis. L'Eurocode 1, parfait. Alors, si je ne me souviens plus très bien de la région, alors le programme, pour m'éviter d'aller chercher les différentes annexes nationales, me propose soit une liste ici des départements. Alors, j'ai le 93, parfait. Mais je pourrais, si je le préfère, travailler avec la carte. Et ici, Seine-Saint-Denis est là où j'ai le curseur. C'est une zone verte. Verte, c'est la région 2. Eh bien, parfait. Je mets région 2, parfait. L'Eurocode 1 et l'annexe nationale française acceptent de travailler avec des coefficients directionnels, c'est-à-dire que le vent ne va pas toujours souffler dans la même direction avec la même intensité. Et donc, ici aussi, la carte des zones va me dire que je suis en zone rouge, c'est-à-dire que c'est la zone 1, et le programme directement va appliquer un coefficient directionnel de 0,70. Bien. Alors ça, c'est au choix. Mais bon, puisque ça existe, alors c'est la zone 1. L'angle formé entre l'axe Y et le nord géographique, c'est tout simplement celui-ci. C'est ce alpha. Je peux donner je peux présenter un angle qui fera que cet angle rentrera dans le calcul des efforts de vent. Alors, je propose 25 degrés. Bien, les données de l'emplacement sont ainsi définies. Je vais donc ici travailler les catégories du terrain. Je suis en pleine ville, donc catégorie 4. Orographie du terrain, je propose plane, mais je pourrais très bien choisir soit quelque chose qui s'adapte plus à ce que je suis en train de modéliser, ou ce que permet également l'Eurocode et qui est plus réaliste, de présenter l'orographie avec différentes altitudes à 500 mètres et 1000 mètres du point où je suis. Bien, ici, je vais prendre une orographie plane. Je peux jouer aussi sur la période de service, mais ce qui est ici intéressant, c'est de présenter les ouvertures. Alors, les ouvertures vont fonctionner de cette façon. Vous avez donc 4 paramètres à présenter, D comme distance, H comme horizontale et V comme verticale, et P comme position. Donc ici, dans mon projet, il se trouve que j'ai une grande porte, enfin une belle ouverture, qui fait 10 mètres de long, qui est celle-ci, qui est celle-là. Donc elle prend bien la séparation de 2 portiques, donc ça fait 10 mètres, et une hauteur de 3 mètres de. Donc, c'est ce que je vais présenter ici. Je vais le mettre dans la face 1, c'est-à-dire celle qui va recevoir le vent selon 0 degré. Mais vous pourriez en déclarer autant que vous voulez. Ici, je vais en faire qu'une. Donc, le signe plus, je vais présenter, elle est à gauche. Alors, j'ai dit qu'elle faisait 10 mètres de long, 3 mètres de hauteur. Et ici, pour qu'elle soit bien au milieu du bâtiment, je vais garder donc la position horizontale 10 mètres et verticale 1,50 m pour que ça fasse 1,5 et 1,5 et on ait bien une ouverture au niveau du ras du sol. Alors, mais ça, vous pourriez en créer autant que vous voudrez, autant que votre projet le demande. Alors, les ouvertures toujours ouvertes, ça veut aussi dire les ouvertures jamais fermées. Alors, si c'est votre cas, il suffirait ici d'activer cette option et le programme en tiendrait compte pour le calcul des coefficients de pression et de succion. Alors ici, ce n'est pas mon cas.
Alors, j'accepte. Et le vent ici, en fait, a été déclaré. Je n'ai plus qu'à accepter et je l'ai là. Au niveau de la neige, eh bien, c'est un peu la même dynamique. J'ai l'Eurocode 1 avec les annexes françaises. Si je ne me souviens plus dans quelle région est la Seine-Saint-Denis, eh bien, je peux très bien aller dans la carte du territoire français. Et ici, j'ai Seine-Saint-Denis A1, parfait. Alors, c'est ce qui vient par défaut, je le laisse. Seine-Saint-Denis, c'est pas très haut, donc je vais prendre une altitude topographique de 30 mètres. Je suis en plein milieu d'une ville, je propose je propose un coefficient d'exposition de 1,25, mais je peux très bien prendre une exposition normale, telle que me permet l'Eurocode. Alors ici, les conditions exceptionnelles et le processus de gel. Alors, c'est au choix du concepteur. Mais si vous vous trompez parce que vous voulez être du côté de la sécurité et vous pensez, bon, bah, je vais tout activer et je verrai bien ce que ça donne. Alors, le programme vous guide quand même, puisque ici, si j'acceptais, il vous dirait que non. Dans la région A1, il n'est pas possible de prendre en compte les charges exceptionnelles selon l'annexe française. Alors, vous êtes quand même guidé. Ici, par contre, je vais considérer, ça sera plus intéressant au niveau de la génération des combinaisons de charges, je vais considérer un processus de gel et dégel. Mais disons que la dynamique est celle que vous venez de voir. Il s'agit de fixer quelques données et le programme va générer la neige, les charges de neige. Alors, cette fenêtre, je ne la présente que pour les webinars, en fait, celle que je vais cliquer maintenant, où j'ai le curseur, puisqu'elle est simplement informative, mais elle permet de présenter tout ce que fait le programme par derrière, toutes les situations à l'ELU, avec la présentation de tous les coefficients partiels de sécurité, de tous les coefficients de combinaison pour chacune des charges et du type d'utilisation, puisque les coefficients de combinaison dépendent du type d'utilisation des surcharges. Et ceci, vous les avez pour les zones sismiques, pour les cas accidentels, etc. Vous avez exactement la même chose pour les déplacements, c'est-à-dire le LS. Il suffirait de cliquer ici, vous auriez la même chose. Par contre, ce qui est plus intéressant pour la progression de mon calcul, c'est de déclarer les catégories d'utilisation. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille en catégorie H, puisqu'on vient de voir que les coefficients d'accompagnement dépendent de cette utilisation. Alors, j'accepte, puisque ici, en fait, pour faire un petit résumé, j'ai présenté toutes mes charges, aussi bien en toiture qu'en bardage latéral. J'ai présenté mon vent, ma neige, et je n'ai plus qu'à accepter. Alors, le pas suivant serait de commencer à réfléchir à quelle panne et quelle lisse. Alors, je vais à panne. Je vais pouvoir gérer ma flèche. Je vais laisser par défaut celle qui vient, L divisé par 250. Je vais laisser ce ratio. Je vais laisser une travée, bien que je pourrais choisir d'autres options. Et je vais considérer que ma toiture n'est pas collaborante, mais je pourrais très bien choisir d'autres types de fixation qui feraient que ma couverture serait traitée différemment dans le calcul. Alors, une travée, tout simplement parce que vous voyez qu'ici, j'ai des pannes qui vont de portique en portique et j'ai pensé que c'était plus réaliste. Bien. Maintenant, je vais pouvoir commencer à réfléchir au dimensionnement. Alors, ici, par défaut, vient IPE 80. Mais si je clique dessus, je peux sélectionner les matériaux. En fonction des matériaux, les profilés qui s'offrent à moi. Et en fonction des profilés, bien, je peux petit à petit préciser ce que je souhaite faire. Alors, j'ai à ma disposition des aciers laminés, des aciers reconstitués soudés et des aciers formés à froid. Alors, ici, je vais prendre des aciers soudés et je vais rentrer des caissons formés à froid rectangulaires. Mais en fait, si je clique sur chacun des matériaux, l'offre que me propose le programme s'adapte. Ici, par exemple, j'ai des oméga, j'ai des Z, j'ai des U.
ce qui est logique avec des aciers formés à froid. Alors, j'ai dit que j'allais prendre celui-là. Alors, il me dit qu'il n'y a aucune référence sélectionnée. C'est pour ça que j'ai voulu passer par là, en fait. Si je prends les aciers plus communs, eh bien, tout ceci est déjà en mémoire et le programme a ça dans sa batterie et vous n'avez plus qu'à choisir parmi tous ces profilés. Par contre, quand ils sont un peu plus différents, disons-le comme ça, eh bien, il s'agit d'aller les chercher. Alors, pour cela, il faut aller importer des séries. Vous avez tous ces fabricants à disposition. Je vais prendre Tata Steel et je vais prendre cette série. Je vais donc importer cela. Et ici, j'ai toute la gamme de produits de Tata Steel pour cette série RHS. Alors ici, il ne s'agit pas de prédimensionner. Pour la suite du programme, surtout quand on passera en CIP 3D, là oui, il faudra avoir un prédimensionnement, surtout pour le calcul du flambement automatisé. Mais ici, vous pouvez très bien laisser le plus fin et le programme vous dira celui qui passe et celui qui passe pas. Alors, on accepte. Alors ici, comme séparation, j'ai une séparation très précise puisque je vais avoir une panne au milieu, c'est-à-dire à 7,50 m, puis encore au milieu, c'est-à-dire à 3,25 m, et encore au milieu, c'est-à-dire à 1,875 m. Bien, le programme va me l'arrondir, c'est pas très grave. Je vais prendre un matériau de S275 et je vais dimensionner. Alors, ça va me prendre une trentaine de secondes puisque le programme va passer en série tous les profilés qu'il a et il va tous me les calculer. Ce qui fait que même si j'ai des profilés qui ne passent pas, je pourrais quand même consulter le motif pour lesquels ils ont été exclus dans une note de calcul. Et 30 secondes, c'est vraiment très rapide et ça permet au concepteur de réaliser plusieurs fois ce calcul avec différents types de matériaux. Voilà. Le calcul a été fait. Vous voyez qu'il a été fait pour tous les profilés. Alors, il n'y en a pas un qui passe. Vous voyez le motif, hein, c'est le taux de travail. Mais si je vais vers le bas de la liste, vous voyez que ça commence à passer. Et ici, vous choisiriez les profilés ou le profilé qui vous intéresse le plus. Alors ici, moi, je propose celui-ci, car ce n'est pas une simple panne qui va tenir une couverture, c'est aussi une panne qui va rentrer dans le contreventement global de ma structure. C'est pour ça que je prends pas le premier, mais je prends une section un peu plus confortable. Donc, si j'accepte, le programme ici me propose déjà sa première note de calcul. Alors, je pourrais accepter et zapper la vérification. Enfin, disons, je pourrais accepter et ne pas la consulter. Mais disons qu'ici, je vais la consulter en cliquant dessus. Et vous voyez que CIP va toujours vous présenter les notes de calcul de la même façon. C'est très, très organisé. C'est très transparent. Vous avez ici le chapitre, enfin, organisé par chapitre, la norme qui a été choisie et l'article sur lequel repose le calcul et le calcul en soi. Donc, tout est très clair. Si par, j'allais dire par malheur, mais si vous aviez choisi un profilé qui ne passe pas, vous auriez ici une ligne en rouge, ici une croix en rouge, et vous sauriez pourquoi le profilé ne passe pas, et vous pourriez ainsi agir en conséquence. Ce document peut être exporté, soit en PDF, soit en Docs, et vous pourriez très bien le faire vôtre et l'envoyer à des bureaux de contrôle ou à l'architecte, ou le garder tout simplement. Alors, j'accepte. Ouais. Et donc, vous voyez ici les pannes qui sont apparues. Alors, je vais faire la même chose pour l'hélice, mais cette fois, je vais aller un peu plus vite. Je vais prendre une flèche, parce que finalement, c'est ça le rythme. Le rythme de travail avec ce programme, lorsque on ne l'explique pas, et le rythme est très rapide. C'est-à-dire, je vais prendre une flèche de L sur 500, je vais laisser une travée, couverture non collaborante, je vais choisir mes matériaux. Donc, comme j'ai déjà
incorporé cette série de profilés, eh bien, il l'a gardé, c'est logique. Je vais laisser le plus fin. Ici, il se trouve que ma séparation est de 1,60 m. Je vais choisir mon matériau et je vais dimensionner. Donc, vous voyez que finalement, le temps d'exécution est très rapide. Et là, encore une fois, pour pouvoir voir les lisses apparaître, eh bien, j'en ai pour une trentaine de secondes, ce qui est tout à fait raisonnable. Ça y est, j'y suis presque. Voilà, alors pareil, hein, j'en ai qui passent et j'en ai qui passent pas. Je vais prendre les mêmes, c'est-à-dire 200, 100, 5. J'accepte. Je vais accepter cette fenêtre. Alors, il va me proposer une nouvelle fois de consulter les calculs à l'ELU. Bon, cette fois, je ne vais pas le faire. Je vais directement. Et vous voyez ici les pannes et les lisses qui sont représentées. Alors, c'est très pratique parce qu'elles ont été calculées. Mais ce que vous obtenez aussi, c'est dans édition, non, pardon, dans option visualisation, vous pourrez consulter également les charges. Par exemple, vous pourriez choisir sur quel portique vous voulez le consulter. Par exemple, je vais prendre le 2. Et ici, voilà toutes les charges qui ont été générées. Alors, je vais prendre la première, le vent à 0 degré. Je vais changer l'échelle, sinon on n'y verra pas grand-chose. J'accepte. Et voilà les charges de vent qui ont été générées pour le portique numéro 2. Alors, vous voyez ici. Alors, vous voyez ici, il y a une pression sur ce portique, une pression intérieure. Bon, après, il s'agit de consulter et de vérifier si ce que vous avez demandé comme calcul a des résultats logiques avec ce que vous attendiez. Par exemple, ici, non, là, je referai le calcul. Ici, par exemple, je peux consulter la neige. Alors là, ça va être beaucoup plus simple. Je vais changer les hypothèses. Et puis, je vais prendre celui-là aussi, puisqu'on va le présenter tout à l'heure. Alors ici, vous avez la neige qui a été présentée. Vous pourriez également obtenir la neige, mais avec la redistribution. Et vous voyez que forcément, comme il y a eu une création de glace due à du verglas, eh bien, la charge a changé. Donc, l'idée est que ce programme va vous permettre de calculer les pannes, les lisses et surtout de générer toutes les charges, aussi bien dues au poids des éléments, aux surcharges d'exploitation que vous allez déclarer ici, à la neige et au vent. Bien, une fois que tout ceci a été fait, la logique, c'est que on pense à exporter tout ça vers SIP 3D pour pouvoir continuer la modélisation. Alors, il me rappelle les différentes pannes et les différentes lisses. Bon. Alors ici, on commence à rentrer dans le noyau de cette présentation, c'est-à-dire on va commencer à parler du flambement. Alors ces deux parties qui sont là sont importantes puisque lorsque vous allez cliquer sur portique biarticulé ou bi-encastré, ce n'est pas simplement pour qu'en pied de poteau, vous ayez les symboles typiques de l'encastrement ou de l'articulation. C'est que vous allez jouer sur les longueurs qui vont rentrer dans le calcul des longueurs équivalentes. Donc ici, ce choix n'est pas innocent. Moi, je vais laisser bi-encastré. Et vous avez également ici une autre, un complément, c'est-à-dire des options également qui vont gérer le flambement. Alors, c'est au choix du concepteur. Si vous cliquez sur ne pas générer les longueurs de flambement, le programme par défaut va vous mettre des bêta égales à 1. Et après, ça sera à vous de les modifier en fonction de ce que vous allez réellement construire. Bon, pourquoi pas, hein.
Alors, on le verra tout à l'heure. Par contre, si vous choisissez une de ces deux options, eh bien, c'est que vous acceptez que le programme commence à gérer les options du flambement et vous propose déjà un calcul des bêtas réalisé uniquement pour les portiques, puisque ce sont les portiques que vous exportez. C'est-à-dire que ce qu'il faudra à ce moment-là préciser, avec le fait que vous soyez en biarticulé ou bi-encastré, il faudra préciser si vous êtes en nœud déplaçable ou en nœud fixe. C'est-à-dire, grossièrement, si vous n'avez pas de contreventement ou si vous pensez installer un contreventement. Bien. Moi ici, je vais prendre bi-encastré et je vais prendre des nœuds déplaçables. C'est-à-dire mon ossature va avoir des nœuds déplaçables. Parfait. Après ici, je vais exporter toute une structure. Je ne vais pas exporter juste un portique pour l'étudier de façon isolée, mais je vais tout importer. Et ici, je vais envoyer une structure dont les plans ne seront pas groupés. Ça sera beaucoup plus flexible pour la présentation. Donc, j'accepte. Là, le programme me dit si vous voulez réaliser l'exportation, les questions typiques puisque un programme se ferme et un autre s'ouvre. Là, vous voyez dans la partie supérieure que si P3D est en train de s'ouvrir. Cette fenêtre, il faut l'accepter. Elle fait partie du processus d'exportation. Le nom, je vais garder le même, pourquoi pas. Et voilà. Alors, j'ai mes portiques. Vous allez me dire que finalement, pour importer ça, c'est pas, enfin, c'est beaucoup de blabla pour importer 7 portiques. Mais ce que vous avez surtout importé, c'est si je vais en charge, éditer les charges surfaciques, par exemple le premier vent, eh bien ce que j'ai surtout importé, c'est le calcul et les charges de vent, de neige. Alors par exemple, si je prends ce petit rectangle, tel que le demande la norme, vous voyez qu'ici, j'ai appliqué cette force due à l'hypothèse à 0 degré du vent. Si je vais dans le rectangle d'à côté, alors je vais prendre celui-là, eh bien, j'ai une autre valeur. Alors, tout ceci peut également se consulter de cette façon. Alors, je vais changer l'hypothèse, les échelles. Donc, vous avez ici, en fait, importé tout ça. Et c'est ça qui a une très grande valeur ajoutée. Alors, si l'information est trop dense, parce qu'il y en a partout, vous pourriez très bien travailler avec des fenêtres en 2D. Alors ici, je vais travailler avec une vue en 2D en plan. Donc, je vais choisir je vais choisir 3 points non alignés. Je vais dire que c'est le portique 3. Je souhaite voir le vent à 0 degré. Et donc ici, j'ai exactement la même chose que ce que j'avais dans le générateur de portique, mais cette fois, je l'ai de telle façon que je peux continuer la modélisation totale de ma structure en acier. Alors, je reviens à la 3D et il s'agit maintenant pour le concepteur de terminer la modélisation. Alors pour cela, vous avez barre, nouvelle. Alors cette fenêtre, je vais la présenter tout à l'heure, mais il s'agit ici de rentrer peu à peu ces barres. Alors ici, j'y suis allé du premier nœud jusqu'au dernier. Je pourrais aller d'un nœud au suivant et encore au suivant. C'est une autre façon de travailler. Alors la différence, c'est que ici, lorsque je souhaite décrire cette barre, vous voyez qu'elle est entière et c'est pas du tout ce que je veux faire. Donc il existe une multitude d'outils qui vous permettent d'agiliser beaucoup votre travail. Et ici, par exemple, vous avez barre, décrire pièce. Et donc je vais dire que de ce nœud-là à ce nœud-là, eh ben, j'ai réellement une pièce et le programme comprend que pour tous les autres nœuds également. Et si je veux décrire ma barre, eh bien, vous voyez que ça, c'en est une, alors qu'avant, elle faisait 30 mètres. Donc, il y a une multitude, comme je le disais, d'outils qui vous permettent d'agiliser. Alors, je vais en créer une autre. Je vais en créer une autre à 4 mètres.
ce qui va me permettre de rentrer les croix de Saint-André. Parfait. Alors, je vais tracer mes croix. Alors, vous feriez ceci pour tous les autres éléments, c'est-à-dire si vous aviez un étage, eh bien, il s'agirait de rentrer les différents éléments, les potelets, de rentrer les poutres. Enfin, vous continueriez votre chantier et la modélisation de ce que vous souhaiteriez calculer. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des outils ici qui vont agiliser énormément le travail, comme déplacer les éléments, tourner, copier, faire des symétries. Et là, je vais copier. C'est-à-dire que je vais copier les nœuds et les barres. Je vais copier cela. Je vais prendre ce point de référence et je vais l'emmener ici. Donc, de cette façon, en 2 clics, eh bien, j'ai pu continuer mon travail. Alors, le jeu ici, comme je vous ai dit, serait de continuer la modélisation. Et pour cela, il suffit de passer en revue ici les différentes propositions du programme. Par exemple, il faudrait que je précise quel type de barre j'ai. Alors, comme je ne souhaite pas le faire barre après barre, je vais les grouper. Je vais dire, par exemple, que tous ces poteaux, eh bien, vont être du même type. Parfait. Ils font partie du même groupe. Je vais dire, par exemple, que toutes ces poutres font partie du même groupe. Je vais dire également que lorsque je vais changer une de ces barres de contreventement, eh bien, toutes vont prendre la même caractéristique que j'aurais choisie, car elles font partie du même groupe. Donc, ici, je vais faire la même chose pour celle-là, et c'est parfait. Alors, une fois que j'ai fait ça, il s'agit d'aller et continuer. Il s'agit ici de décrire. Alors ici, pour les poteaux, alors cette fenêtre est celle qui apparaissait tout à l'heure et que je vous ai dit, je vais vous la présenter tout de suite, parce que par défaut, vous aurez toujours un IPE 80, mais il s'agit pour vous de rentrer les éléments, les barres telles que vous souhaitez réellement. Alors vous voyez ici que vous avez une gamme de matériaux qui, les 3 premiers sont les mêmes que tout à l'heure. Vous avez les aciers laminés, les aciers reconstitués, soudés, les formés à froid, et puis vous avez du bois, de l'aluminium, des sections un peu spéciales, vous avez même du béton. Alors, moi ici, je vais prendre, comme tout à l'heure, des reconstitués soudés. Je vais prendre ce profilé-là. Il me dit qu'il n'y en a pas en batterie. Bon, il suffit d'aller le chercher comme tout à l'heure. Data Steel, je vais prendre celui-là. Et ça y est, je les ai. Alors, si tout à l'heure, je vous ai dit que le prédimensionnement n'était pas nécessaire, absolument pas. Vous avez vu, c'est pour ça que j'ai fait le calcul avec vous, 2 fois. Là, ici, par contre, il faut vraiment prédimensionner. Alors, faut pas non plus rentrer dans une obsession, mais ne rentrez pas des poteaux les plus minces possibles en pensant que le programme va vous les optimiser et que vous aurez de cette façon la structure la plus élancée possible. Vous allez rentrer dans une boucle de calcul et ce sera assez fastidieux. Par contre, si vous le guidez, ça sera beaucoup plus efficace. Et ici, moi, je propose un 240-126. J'accepte. Donc, tous les poteaux ont pris donc euh, cette caractéristique puisqu'ils font partie du même groupe. Pour les poutres, je propose un 300-156. Pour les croix de Saint-André, on va y passer un petit peu plus de temps puisque ici, il y a eu une partie que je n'ai pas expliquée tout à l'heure pour les poutres. Enfin, tout à l'heure, il y a juste une seconde pour les poutres et pour les poteaux des portiques, puisque j'ai accepté que c'était des éléments qui étaient génériques et qui travaillaient de façon linéaire. Alors pour les tirants, il existe 2 façons de les présenter. Soit c'est une façon traditionnelle qui est là depuis très très longtemps, j'ai presque envie de dire depuis le début de ce programme, il y a plus de 20 ans,
et qui répond à un calcul simplifié qui a des hypothèses d'application qui sont expliquées dans ce document. Et par exemple, une d'entre elles veut que vous ayez des croix et que chaque rectangle soit identique à ses homologues à côté. Donc, il y a certaines conditions d'application. C'est un programme qui fonctionne très bien et ça a fonctionné pendant des années jusqu'à la version 2024D où là, CP est passé dans un monde euh, de non-linéarité, c'est-à-dire que CP, avec un moteur de calcul basé sur des éléments finis, peut faire des calculs non linéaires, et cela a ouvert la porte à une liberté presque totale au niveau des tyrans, c'est-à-dire que vous allez les présenter comme génériques et vous allez déclarer un comportement seulement en traction. Ce qui fait que vous pouvez faire des contreventements en V, en K, différents selon la position de chacun d'entre eux. Enfin, vous avez une liberté presque totale. Donc ici, je vais considérer que j'ai des ronds. Je vais prendre des ronds de 16, même si c'est un peu trop, mais pourquoi pas. J'accepte. Et voilà. Alors, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il s'agirait ici de continuer l'introduction de la structure. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'aller directement à flambement, puisque c'est l'objet du webinar, à barre, flambement. Et si je fais un zoom dessus, vous voyez qu'il y a deux types de valeurs. Alors, les premières valeurs sont les bêtas, les autres sont des coefficients de moment, que l'on verra tout de suite. Alors, vous voyez ici que j'ai 0,20 et 1,26. Ces valeurs viennent du fait que je suis passé par le générateur de portique et que j'ai déclaré des pieds de poteau encastrés et des nœuds en tête déplaçables. Si j'avais dit que j'avais des nœuds non déplaçables, eh bien, j'aurais eu d'autres valeurs. Par contre, tout ce que j'ai introduit avec 6P3D, forcément, est un coefficient égal à 1. Et là, il s'agit vraiment pour le concepteur de se pencher dessus. Par exemple, ici, si je clique sur cette barre, vous avez la possibilité de présenter le flambement. Alors avec les fameux bêta que l'on a tous appris au long de nos études, ou selon le type de, d'appui, eh bien vous avez des bêtas différents. Alors, il s'agit ici pour le concepteur de prendre celui qui est le plus adéquat pour ce qu'il veut faire. Vous avez aussi la possibilité de rentrer un bêta plus fin, c'est-à-dire pas forcément les cas d'école qui reposent sur la formule de l'air, mais vous pourriez, par exemple, si vous avez calculé le bêta à la main ou avec des feuilles de calcul, eh bien, vous pourriez très bien rentrer cette valeur-là. Si le concepteur préfère travailler avec des longueurs, il pourrait également le faire. Il s'agirait ici de rentrer la longueur équivalente de sa barre et ainsi, il pourrait réaliser un calcul précis. Alors, vous avez également ici un autre icône où vous avez une sorte de structure. Cette icône-là est exactement le même que vous aviez eu lorsque nous étions passés par le générateur de portique, le Portal Frame Generator, c'est-à-dire que c'est un calcul simplifié et pour le réaliser, eh bien, le programme, comme tout à l'heure, vous demande si les nœuds sont déplaçables ou fixes. Donc, ça serait, disons que l'idée est réfléchie pour tous les concepteurs qui ont CP3D mais qui n'ont pas le générateur de portique et qui ne veulent que réfléchir les bêtas et pas forcément les charges de vent et les charges de neige. Bien, disons que c'est un but aussi de flexibilité. Plus on a de flexibilité dans le programme, plus ils sont intéressants. Et ça, vous les avez pour le plan XY et YZ. Ici, pardon. Non, pardon. Ici. Sur le plan XY et sur le plan XZ. Alors, ça serait ce qui existe depuis toujours. C'est-à-dire, c'est l'introduction des bêtas, mais c'est pas du tout automatisé. Par contre, depuis la version 2024D, il existe un menu ici qui s'appelle Analyse de flambement. Alors, en cliquant dessus, vous avez toute une série de possibilités. Alors, c'est l'objet même du webinar.
bien que tout ce qui était avant est fondamental, puisque si vous n'avez ni structure et si ceci n'est pas compris, finalement, on pourrait penser que c'est un peu confus. Il y a plusieurs façons de trouver des bêtas, donc, mais ce sont vraiment deux façons différentes. Soit c'est la façon manuelle, soit c'est la façon automatisée ici, avec ce menu. La première des choses qu'il faut faire, alors de façon soit individuelle, barre par barre, soit de façon globale, c'est d'aller à barre, flambement. Alors ici, j'ai décidé de prendre tout le monde et de dire que je vais permettre l'actualisation des coefficients de flambement. Car sinon, les calculs qui vont être réalisés ne vont pas actualiser ceux que j'avais mis par défaut ou ceux qui viennent du générateur du portique. Donc, je vais ouvrir la porte à l'actualisation. Bien. Une fois que j'ai fait ceci, je peux aller sur analyse de flambement et l'idée, c'est tout de suite aller calculer. Sauf que le programme va vous dire non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de combinaison. Alors, vous pourriez aller sur calculer, calculer et ainsi générer les combinaisons de calcul qui seraient également les combinaisons que le flambement va utiliser. Sauf que ça peut être très long. Si vous avez une structure qui est compliquée, vous pouvez en avoir plus pour une demi-heure, 40 minutes, et c'est fort dommage puisque c'est juste pour avoir les combinaisons. Alors, CIB a réfléchi à ce thème et l'a résolu de la façon suivante. Vous allez sur analyse de flambement et vous n'allez pas directement sur calculer. Vous allez sur combinaison. Alors, vous allez sur le signe, la flèche là, c'est-à-dire générer les combinaisons pour les différentes situations de projet. Résistance. Avec résistance, vous les avez déjà toutes et vous acceptez. Et voilà toutes vos combinaisons qui ont été générées en 2 secondes sans être obligé de passer par un calcul global de la structure. Donc ça, c'est très, très intéressant. Alors ici, vous avez un signe plus si jamais un concepteur souhaite créer sa propre combinaison et l'étudier. Bon, disons que ça existe, pourquoi pas. Mais si vous voulez réaliser un calcul en n'en oubliant aucune, c'est le schéma que je vous ai proposé, c'est-à-dire générer les combinaisons, résistance, et puis tout ça est généré automatiquement comme vous l'avez vu. Alors j'accepte. Et le jeu, maintenant, vous pourriez aller sur calculer. Sauf que ça va nous prendre, alors moi j'ai un i7, un Pentium i7, ça va nous prendre 7-8 minutes. Donc c'est beaucoup trop long pour un webinar. Et pour cela, je vous propose d'aller chercher celui-ci. C'est exactement le même chantier, à la différence près que j'ai terminé le contreventement en toiture et j'ai mis 3 poteaux sur sur le premier portique et le dernier des poteaux que j'ai articulés. Bien, c'est la seule chose qui change. Pour le reste, c'est exactement un copier-coller. Sauf que, eh bien là, après avoir calculé, s'offrent à moi les différentes possibilités du résultat. C'est-à-dire, je peux consulter les modes de flambement. Ici, les modes de flambement, par exemple, si je demande la déformer et je vais par exemple faire x10, vous avez ici les 268 combinaisons qui ont été générées et pour chacune d'elles, vous avez les modes de calcul. Alors ceci est paramétrable, vous pouvez aller jusqu'à 100. Alors ici, les modes de calcul sont les premières valeurs que vous voyez, les 1, 2, 3. Et entre crochets, vous avez les alphas critiques. Alors cette théorie est recueillie dans le recode 3. Vous avez les alphas critiques et vous pourriez, par exemple ici, voir pour cette structure, vous voyez que le premier mode de flambement pour la première combinaison, qui est juste le poids propre, eh bien, présente cet aspect. Le deuxième, vous voyez que c'est le deuxième mode de flambement, vous voyez que ce sont plus les poteaux là-bas au fond. Le troisième également, mais il se comporte différemment. Pour le quatrième, j'ai passé le quatrième. Pour le quatrième, ce sont plus ces poteaux-là. Alors évidemment, ici, j'aurais dû rentrer les pannes et les lisses. On y verra tout de suite. On y viendra tout de suite. Alors c'est un
calcul qui se fait de façon globale. Si je vais changer, par exemple, alors je vais prendre la première et la dernière, simplement parce que c'est plus facile pour une présentation, c'est plus rapide à trouver, et l'idée serait exactement la même. Vous passez en revue les différents modes de flambement. Alors forcément, c'est pas les mêmes, hein, parce que vous n'avez pas la même combinaison. Mais l'idée est de dire, si je vais à barre, flambement, et vous voyez qu'ici, ces valeurs ont été actualisées. Elles ne sont ni égales à 1, ni égales euh, à ces bêtas traditionnels que l'on avait toujours un peu en tête et qui viennent de nos études. Ici, en fait, les calculs ont été réalisés en tenant compte de toute la structure, des charges euh, qui ont été appliquées de façon progressive sur un calcul itératif et la structure donc a été calculée globalement et vous avez ainsi obtenu les bêtas de cette structure. Par exemple ici, vous avez ces bêtas-là. Bien. Alors vous avez également la possibilité de voir une analyse de sensibilité. Alors typiquement, c'est la même chose que les déformés, sauf que là, vous avez une échelle. Alors quand je dis la même chose, c'est que vous allez retrouver ici, par exemple, vous avez ces barres-là qui flambent le plus dans ce mode 5 correspondant à la combinaison 268. Et si je fais une analyse de flambement, pardon, une analyse de sensibilité, pardon, vous voyez que ce sont les mêmes qui vont présenter un flambement visible. Et ici, vous avez une échelle de valeur qui veut dire que le rouge, eh bien, c'est la barre qui absorbe 100% de l'énergie et toutes les autres vont absorber un pourcentage d'énergie plus bas. Bien, vous avez également la possibilité de voir des isovaleurs. Alors, par exemple, on va prendre la première et puis le premier mode de flambement et vous pourriez voir une animation. Peut-être que c'est plus compréhensible. Alors, c'est toujours les mêmes résultats, mais présentés sous un prisme différent qui permet au concepteur de mieux comprendre si vraiment sa structure est délicate. Bien. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que comme il s'agit d'une analyse globale de la structure, il est logique de penser que si j'ai des éléments qui rentrent en jeu hum, dans cette analyse, c'est-à-dire si j'ai des pannes et des lisses que je souhaite prendre en compte dans un calcul global, il est normal que je les trace ici et que je les présente comme nouvelles et d'écrire. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça dans le numéro 3, je crois. Ouais. Voilà. C'est exactement la même chose. On y reconnaît les portiques principaux. Alors, c'est vrai que en ayant mis mes pannes et mes lisses, j'ai dû changer mon contreventement. J'ai considéré qu'il était plus opportun de le faire comme ça. Bien, ben ça dépend de chaque concepteur, mais ce qui a réellement changé ici, en fait, c'est la présence de mes pannes et de mes lisses, puisque ce sont des éléments qui ne sont, enfin, qui ont une inertie non négligeable, puisque ici apparaissent toutes les lisses qui ont été regroupées, et j'ai rentré exactement les mêmes lisses que le générateur de portique m'avait donné, c'est-à-dire un 200, 100, 5. Donc, si je considère que ces barres doivent être prises en compte dans une analyse de flambement, puisqu'elles vont contribuer à contrôler ce qui se passe au niveau des portiques, eh bien, il est logique que je les trace et je fasse exactement la même chose. C'est-à-dire, je vais chercher les combinaisons qui ont déjà été faites. De toute façon, ce sont les mêmes, hein, et de calculer. Alors, le calcul a déjà été fait.
Et je vais ici à mode de flambement et la dynamique est la même. Par exemple, ici, je suis en train de consulter la dernière combinaison et je vais voir ici ces modes-là. Vous voyez, ah, oui, là. Et il s'agit ici, alors les flambements ne sont plus les mêmes puisque la présence de ces pannes et de ces lisses sont venues apporter leur rigidité à l'ensemble. Et si je vais sur barre flambement, il est fort probable que ces coefficients aient changé. Fort probable. Bien. Alors, une fois que ceci a été fait, que le calcul du flambement a été réalisé, il est donc logique ici d'aller sur calcul, calculer les contraintes et déformations, c'est-à-dire, entre guillemets, reprendre le cours habituel d'un calcul. C'est-à-dire, vous avez réalisé un calcul pour obtenir les bêtas, et maintenant, il va falloir calculer pour obtenir les contraintes et les déformations de chacun des éléments. Et donc, ça prendrait encore 6-7 minutes. Hmm. Donc là, voilà. Je vais vous proposer donc une structure ayant une béquille, qui est celle qui est réalisée dans le cas réel, et ou dans lequel le calcul au flambement et à la résistance a été fait. Donc, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de m'approcher le plus possible de ce cas-là. Voilà. Alors, pour que ce ne soit pas trop dense à la première vue, surtout que ce projet, finalement, c'est moi qui l'ai rentré, mais je reconnais que s'il avait eu toutes les listes, visuellement, peut-être qu'il est un peu chargé, mais là, j'ai quand même laissé les pannes. Forcément, j'ai laissé les portiques, mais j'ai supprimé les listes. Par contre, j'ai mis les béquilles. Et donc, lorsque je vais à calculer le flambement, ce qui a été fait, mode de flambement, alors par exemple, je vais au premier et je vais voir, voilà, le premier mode. Alors, vous voyez que ce qui semble flamber le plus, c'est cette barre-là, cette panne. Parfait. Puis, dans le deuxième mode de flambement, il semblerait que ce soit celle-ci et celle-là à côté. Parfait. Et ainsi de suite. Je peux continuer. Alors ici, c'est pareil, ce sont les mêmes. Vous avez celle-ci ici et vous avez son symétrique ici. Parfait. Et on continuerait comme ça et ainsi on prendrait connaissance et conscience surtout du flambement de la structure. Alors vous voyez qu'ici, il a quand même fallu que j'aille jusqu'au mode 15 pour voir une béquille. Si je vais au mode 16, eh bien là, je ne vais pas dire un problème, mais j'ai une information concernant deux béquilles, puisque c'est une béquille et son homologue en face. Alors, ceci peut être très intéressant, mais vous voyez bien que, et ça va vous arriver forcément, le fait d'entrer une multitude de barres que vous considérez intéressantes pour une analyse globale au flambement va faire en sorte que les modes que va présenter le programme vont être ceux dont les barres vont être le plus élancées. Il se trouve que là, eh bien, c'est une panne. Alors, je dis pas que la panne doit être négligée, mais moi, comme concepteur, peut-être que la première chose que je veux voir, c'est euh, ce qui se passe au niveau des poteaux, au niveau de mes poutres de portique et au niveau de mes béquilles.
et donc essayer de cibler le calcul et ne pas se perdre dans une multitude de modes qui, a priori, seraient plus exploitables dans une deuxième approche. Alors pour cela, CIP a résolu le problème en allant sur Outils, Gestion des calques. Vous allez sur le signe plus, et là, par exemple, je vais écrire portique. Je vais en créer un autre, par exemple, je vais écrire béquille. Et par exemple, ici, je vais écrire panne. Et comme ça, vous pourriez en générer tant que vous souhaitez. Donc j'accepte. Vous pourriez également changer les couleurs. Bon, parfait. Maintenant, en outil, attribuer les éléments au calque, c'est-à-dire que je vais dire, voilà, ça, et également cette barre-là. Parfait. Et donc là, je suis en train de choisir mes éléments qui correspondent à des portiques. Et que je vais présenter comme portique. Alors, je peux laisser par défaut, c'est pas dérangeant, mais les éléments que j'ai choisis font partie du calque portique. Parfait. Je vais faire la même chose avec les béquilles. C'est-à-dire ici, j'irai à attribuer et j'irai donc à cette béquille-là. Voilà. À ses homologues. Alors, je ferai la même chose avec les pannes. Je vais peut-être pas le faire parce que c'est un peu long, mais l'idée, surtout quand on prend beaucoup d'éléments, hein, vous avez vu que pour les béquilles, ça allait très vite. Pour les portiques, ça a traîné un petit peu. Bon, mais disons qu'ici, le jeu est d'affecter chaque élément à un calque selon ce que j'ai choisi. Alors, j'accepte. Et une fois que ceci a été fait, alors je devrais faire la même chose pour les pannes, mais disons que une fois que j'ai choisi les éléments qui m'intéressent et que je les ai organisés par calque, je dois aller à analyse de flambement, groupe d'analyse. Alors c'est quelque chose de très très intéressant. Hein, je vais le représenter. Analyse, groupe d'analyse. Et là, je vais vers le signe plus et je vais créer un groupe d'analyse qui par défaut s'appelle groupe d'analyse 1, mais ça peut changer parce que quand je vais créer le deuxième, ça va s'appeler groupe d'analyse 2, puis 3. Donc parfois on peut se mélanger un petit peu les pinceaux, mais vous pourriez très bien changer le nom et donc vous auriez groupe portique. Et dans le groupe portique, eh bien, vous allez dire que le groupe d'analyse, le groupe de calcul portique doit traiter les éléments qui font partie du calque portique. J'en crée un autre. Ah, j'avais rentré les béquilles. Et là, pareil, béquille, j'accepte. Et il faudrait, à ce moment-là, aller sur... Alors, les combinaisons ont été générées, mais si elles ne l'étaient pas, eh bien, il suffirait d'aller une nouvelle fois sur Générer et cliquer sur Résistance. Vous les auriez toutes. Et aller sur Calculer. Alors, calculer, je n'ai pas présenté cette fenêtre finalement. Ici, je peux choisir le groupe que je vais calculer. Alors, pour ne pas prendre trop de temps, je vais choisir juste un portique. Vous pourriez en choisir plusieurs. Et donc, le calcul va surtout prioriser les modes de flambement que vous avez choisis pour le groupe portique. Et vous n'auriez pas des modes de flambement qui vont vous étudier une panne par là perdue, qui, certes, peut-être dans une deuxième approche mérite votre un peu de dédication, mais en tout cas, pas au début. Moi, ce qui m'intéresse plus sont les poteaux, les béquilles, les poutres. Alors, ici, pour parler un peu de ceci,
Le concepteur peut choisir le mode de flambement, c'est-à-dire les modes peuvent aller de 1 à 100, et de cette façon, vous auriez une étude basée sur 100 modes. Alors, filtrer les valeurs propres supérieures à la valeur indiquée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que cela permet de ne pas tenir en compte les barres dont les valeurs du coefficient d'amplification critique seraient très élevées. Ici, c'est 100. Alors, le petit point là, c'est une virgule. Par exemple, imaginez que vous avez une barre dont le alpha critique, c'est-à-dire son auto-valeur, serait de 100. Cela voudrait dire qu'elle serait susceptible de flamber à partir de 100 fois la valeur de la combinaison, ce qui fait que c'est assez peu probable qu'elle flambe. Donc, vous pourriez ici filtrer les barres dont vous suspectez déjà qu'elles ne vont pas flamber. La discrétisation des barres, eh bien, c'est au choix du concepteur. Très sincèrement, j'ai toujours utilisé un nombre de tronçons 10, mais le concepteur pourrait fixer une longueur si il le souhaite. La valeur ici de ce ratio-là, minimal pour qu'une barre soit considérée dans l'analyse. Alors, cela veut dire que ici, en descend 1%, eh bien, vous allez filtrer tous les efforts de compression résiduels. C'est-à-dire que si vous ne dépassez pas 1%, qui vient ici par défaut, votre barre ne sera pas considérée. Vous aurez toujours un peu de compression dans une barre et cela va forcément faire en sorte que le programme en tienne compte et ça peut rallonger les temps de calcul alors que 1% de compression, c'est peu probable que cela flambe. En fait, tout ceci est réfléchi pour épurer le plus possible le nombre de barres suivant des critères logiques du concepteur pour agiliser les calculs. C'est pour ça, par exemple, ici, vous avez un pourcentage de participation minimale de la barre dans le mode. C'est-à-dire que si les barres ont un pourcentage de participation inférieur à la valeur ici indiquée, eh bien, les bêtas seront actualisés. Sinon, ils ne le seront pas. Alors, considérer les dimensions finies des nœuds, ici, ça ne nous intéresse pas beaucoup. C'est très intéressant si vous pensez exporter la structure sur un programme comme CPConnect ou StruBeamSteel qui va vous permettre de calculer les assemblages. Là, logiquement, il faut tenir compte de la dimension finie des nœuds. Alors ici, il s'agirait de calculer. Alors pour résumer finalement, j'ai créé des groupes de barres que je vais prioriser dans l'analyse globale de ma structure au niveau du flambement. Et ici, je vais juste calculer les portiques. Alors, je ne vais pas accepter parce que j'en ai encore pour 6-7 minutes. Par contre, le calcul, je l'ai fait. Et c'est celui-là. Et donc, vous verrez qu'il y a une différence notable. Alors, les résultats vont être les mêmes, évidemment, puisque c'est la même structure. Mais alors, comme je vous disais, visuellement, c'est la même, mais au niveau des calculs, c'est exactement la même. C'est-à-dire que ici, lorsque je vais aller sur analyse de flambement et je vais consulter les modes de flambement, alors déjà ici, je pourrais choisir ce qui a été calculé. Ici, j'ai juste calculé les portiques, mais je pourrais très bien avoir d'autres groupes. Et par exemple, si je vais à la première, hein, pourquoi pas, à la première combinaison, le premier mode de flambement, vous voyez que tout de suite, le programme me présente les éléments que j'ai choisis et il n'est pas en train de se disperser sur des pannes dont le flambement peut être considéré dans une deuxième approche par le concepteur. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui se passe là. Et pour voir, par exemple, dans le mode 2, eh bien, je vois que ces éléments eh bien, ont ce mode de flambement. Dans le troisième mode, ça serait celui-là. Donc, je ne serais pas obligé, parce que ça paraît anecdotique, mais quand je dois chercher les éléments, alors ici, je n'ai que 15 modes, mais si j'avais mis 100 modes, eh bien, déjà, ça rallonge énormément les temps de calcul, et si je devais choisir
au hasard les modes pour voir les poteaux, les poutres et les béquilles de mes portiques, finalement, ça serait un peu le petit bonheur, la chance. Et cette façon de travailler est très, très pratique. Outils, gestion de calque, vous créez les calques, vous attribuez vos éléments, vous allez en analyse de flambement, vous les créez vos groupes d'analyse et vous avez directement le flambement des éléments qui vous préoccupent ou qui vous intéressent, tout en conservant une analyse globale de votre flambement, c'est-à-dire en tenant compte de la structure complète et des déplacements réels des nœuds. Alors, une fois que ceci a été fait, il est logique de continuer le calcul comme le ferait tout bon concepteur, c'est-à-dire calculer les contraintes. Mais là, on revient un peu sur les sentiers battus. Alors, je vais l'expliquer un peu euh, par-dessus. Calculer les contraintes, il s'agirait d'attendre encore 6-7 minutes et vous auriez donc accès à tous ces menus. Par exemple, vérifier les éléments va vous permettre ici de voir tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, vous voyez qu'ici, tout à l'heure, il y avait une multitude de barres ici qui ne passaient pas et la béquille est venue les soulager. Après, disons que c'est le jeu de chaque concepteur. Si je clique sur cette barre, je vais voir, eh bien, vous voyez ici, c'est une question d'épaisseur, mais je pourrais changer le type de section et ainsi faire en sorte que cette barre passe. Ou sinon, ici, peut-être que il s'agirait d'aller sur vérification aux ELU et de comprendre ce qu'il se passe. Ici, par exemple, c'est organisé par chapitre. Et là, j'ai une résistance à la flexion et à l'effort normal combiné. Ça passe pas. Et vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez une croix. Alors peut-être qu'ici, si j'avais réalisé un calcul en tenant compte de mes lisses, peut-être que cela aurait eu une influence et ces poteaux seraient passés. Moi, je pense que oui. Mais disons que j'ai fait exprès de ne pas avoir une structure parfaite, tout en vert, puisque l'intérêt aussi, c'est de vous montrer le programme tel qu'il est et tel que vous allez le voir lorsque vous allez l'utiliser jour après jour. Donc ici, vous avez une multitude d'outils qui vont vous permettre, par exemple, de consulter les efforts. Si par exemple, je veux les efforts, les moments, et je vais mettre... ouais. Donc vous avez ici les différents moments euh, de vos portiques. Comme tout à l'heure, si c'est trop dense, s'il y a trop d'informations, vous pouvez très bien basculer en 2 dimensions et, et créer le nombre de fenêtres en 2D que vous souhaitez. Ici, il suffirait d'aller en 2D. Alors, j'en ai déjà créé quelques-unes. Ah non, là, je vais voir les charges. J'en ai créé quelques-unes, effort. Et là, vous auriez, hein, il faudrait augmenter l'échelle, et vous auriez ici les différents efforts de vos éléments, et ainsi, peu à peu, travailler en 2D si la 3D est trop dense. Voilà. Bon, là, c'est surtout une question d'échelle qui est totalement inadaptée. Voilà. Bien. Une fois que ceci a été fait, vous avez, comme d'habitude, les récapitulatifs. Alors, comme le chantier est dense en barre, hein, ça va être un petit peu long, enfin, un petit peu long, quelques secondes. Et vous voyez que ici, pour ceux qui connaissent, finalement, c'est la même chose. Ce qui est venu se greffer, c'est l'analyse de la stabilité globale et un autre ici, l'analyse de flambement que je pourrais consulter et ainsi avoir tous les bêtas, tous les alpha critiques pour chacune des barres. Alors c'est un peu long puisque j'ai vraiment un chantier réel, hein, j'ai pas 3 barres et un portique. Donc, euh, en fonction des chapitres que vous allez demander, le temps
que le programme va nécessiter pour générer ce document va être plus ou moins long. Mais l'idée est exactement celle-ci. Vous avez de façon très organisée un index, alors plus ou moins touffu en fonction de ce que vous choisissez, certes, et là, très organisé, vous avez les différentes combinaisons, vous avez les différents choix que vous avez faits pour chacune des barres et chacun des nœuds. Et cela sera exportable en PDF, en DXF, et vous auriez ainsi votre document. Alors, une fois que ceci a été fait, vous pourriez passer sur Plan. Alors, les plans vont être plus ou moins riches en fonction des vues 2D que vous avez fait. Ici, vous avez cette fenêtre, il s'agit d'aller sur le signe plus, et là, en fait, ces fenêtres 2D, je les ai créées parce que le programme, lui, par défaut, travaille en 3D. Donc ici, on les crée, on accepte. Vous avez la possibilité de travailler en DWG ou dans une de ces options que vous avez là. Alors, en fonction de ce que vous avez déclaré dans votre ordinateur, ce sera plus ou moins étoffé. Je vais voir le détail de tous les objets et j'ai donc ici mes différents plans. Ici, j'ai donc ma couverture. Ici, j'ai mes différents, ça, ce sont mes façades latérales. Et là, j'ai un portique type et un portique que j'ai appelé 1, mais ça pourrait être aussi celui du fond. Ceci, forcément, et vous pouvez envoyer tout ça ici en choisissant imprimer. En fait, ce que vous allez faire en imprimer, c'est exporter vers un des programmes de calcul que vous ayez, AutoCAD ou autre. Et ainsi, vous auriez ces différents plans sous le format DWG ici que j'ai choisi, et vous pourriez à ce moment-là monter vos plans et les organiser selon votre habitude. Donc, en ce qui me concerne, on est parti de là, puis on a modélisé une structure avec le générateur, le portal from générateur qui nous a permis de modéliser ici les portiques principaux. Puis on a terminé de modéliser la structure totale pour après pouvoir calculer de façon automatisée les bêtas en allant sur analyse de flambement, générer les combinaisons. Alors, je fais juste un petit rappel. Générer les combinaisons pour après pouvoir calculer. Une fois calculé, vous avez accès à tous les modes de flambement pour ainsi, par combinaison et suivant les différents modes que le programme a eu selon vos choix, pouvoir consulter comment se comporte votre structure. Pour après terminer de façon plus traditionnelle un calcul de contrainte et de résistance. Et à la fin, obtenir des plans et une note de calcul. Donc, en ce qui me concerne, s'il y a des questions ou si Véronique Merci, en a, je Agustin. sais pas. Voilà. Tu m'entends, Agustin? Oui, parfaitement. D'accord. Apparemment, il n'y a pas de questions. Alors, voilà, si des questions viennent à votre mémoire, j'ai mis mon mail sur le chat pour pouvoir les envoyer. Et voilà, moi, je vous invite encore une fois, pendant ce mois de juillet, nous allons faire d'autres webinaires. Vous pouvez rentrer directement sur notre site www.cip.com. Vous allez sur cours et séminaires et ensuite vous allez sur agenda des présentations. Vous pouvez filtrer ceci en français et vous pourrez vous inscrire aux différents webinaires qui sont déjà sur le site. Et apparemment, je ne vois pas de questions. Oui, il y a une question. Alors,
On nous pose la question, comment fonctionne en arrière-plan le mode de flambement et comment est-il lié aux différents cas de charge? Comment les données sont utilisées dans le processus de calcul de la structure? Pardon. Alors, comment les donner? Mhm. Euh, alors, ce que je peux vous dire, c'est que le calcul se fait en s'appuyant sur l'Eurocode 3, et je crois que c'est son chapitre 5, je crois que de mémoire. Maintenant, très sincèrement, comment sont les tripes du programme intérieur et comment sont analysées les différentes matrices de rigidité, ça c'est vraiment un thème mathématique. Et ça, si vraiment c'est ce qui vous intéresse, je pense que le service technique et une question par écrit serait serait bien mieux répondu. Je suis sincère avec vous. Ce que je sais, c'est que le programme va créer ces différentes matrices de rigidité pour chacune des charges et va charger. Alors, je peux le montrer peut-être ici. Hein. Euh, C'était où? Ouais, c'était en combinaison. Voilà. Alors, le concepteur a comme possibilité de jouer sur ces paramètres. Alors peut-être que ça peut déjà vous donner un élément de réponse. Le programme va charger la structure de façon progressive, suivant des échelons de charge, puisque c'est un calcul euh, qui est progressif. Alors, ces échelons de charge peuvent être modifiés. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 100. Cela veut dire simplement que votre charge due à la combinaison va être divisée par 10 et que chaque fois, vous aurez un dixième de la charge qui va être rajoutée pour un calcul global. Donc, c'est vraiment un calcul de matrice qui est très lourd. Et c'est pour ça que ça tarde un peu plus qu'un simple calcul avec des bêtas déjà figés, où c'est toujours 0,7, 0,5, 1 ou 2. Après, le calcul se fait de façon itérative, c'est-à-dire que vous devez obtenir euh, un équilibre. C'est-à-dire que après chaque calcul est vérifié si l'équilibre est atteint et l'équilibre est atteint avec cette tolérance. Donc ici, c'est du 10-8. Alors c'est un calcul qui est basé sur un calcul énergétique de chaque barre et de chaque nœud. Donc 10-8, c'est très raisonnable. C'est le maximum que l'on peut que SIP tolère ici. Hein. Vous pourriez changer cette valeur, mais vous ne pourriez pas aller jusqu'à plus de 10-8. Mais c'est déjà énorme. Et si l'équilibre n'est pas atteint dans une des combinaisons pour un échelon de charge donné, eh bien, le programme automatiquement ne va pas s'arrêter en disant il y a un problème. Il va diviser la charge par deux. C'est-à-dire que si vous avez mis 10, lui va le diviser par deux et aura ici 20 échelons de charge, c'est-à-dire que chaque fois, il va charger avec un vingtième de la charge. Donc, vous aurez une discrétisation beaucoup plus fine et les nombres de tentatives et le nombre de fois qu'il va essayer de faire passer l'équilibre. Si l'équilibre n'est pas atteint au bout de 3 tentatives, alors il vous le dit. Mais là, vraiment, ça veut dire qu'il y a un problème, puisque à chaque tentative, il va diviser les échelons par deux. J'espère que cette réponse, au moins, peut vous satisfaire et vous convaincre. Après, très sincèrement, l'analyse, après entre guillemets, la boîte noire de toute la gestion des matrices de rigidité et des matrices de déformation, ça, je pense que c'est le service technique. Nous avons une autre question. Oui. Bonjour, sur les plans, peut-on ajouter la nomenclature des éléments? Ah oui. Alors, je vais peut-être enlever la caméra, si ça vous dérange pas. On voyait l'écran de là derrière ou pas? Oui, tout à fait. Ok. Alors, je suis allé sur le plotter.
Alors ici, j'ai toujours les mêmes plans que j'avais demandé. Et en cliquant dessus, ici, alors je peux voir par exemple des courbes enveloppes, hein, si ça peut être intéressant, mais je peux ici, par exemple, demander les profilés types, de marquer les longueurs. Je peux demander ici différents paramètres qui s'offrent à moi, par exemple des cotes. Et ici, en acceptant, j'aurai donc ceci. Alors ici, alors j'ai tout demandé de coup, hein, mais là, par exemple, j'aurai le nom des nœuds puisque je l'ai demandé, et j'ai également ici les différents profilés pour pour chacune des barres. Voilà, ça sera ici. En cliquant ici, je peux gérer cette information. Je ne sais pas D'accord, s'il y a merci d'autres questions, Agustine. Véronique. Oui. Est-il possible de modéliser des assemblages des fermes en cornière? Oui. Alors, vous pouvez... alors, si vous voulez passer par le générateur de portique, je ne sais pas s'il va me laisser ouvrir les deux en même temps. Si vous voulez passer par le générateur de portique et vous avez dans le générateur la solution déjà préétablie, alors c'est génial, entre guillemets, puisque vous auriez la possibilité de calculer des pannes. Non, ouais, il faudrait que je ferme CPK, enfin CP3D pour ouvrir le générateur. Mais disons que si si vous avez dans le générateur de portique la solution préétablie, vous pourriez calculer les pannes, les lisses, et en même temps, dans la foulée, générer toutes les charges de neige et de vent. Sinon, ce qui est possible, c'est que vous puissiez importer un fichier où votre structure a déjà été tracée, par exemple dans une extension DXF ou DWG, et vous auriez en fait tout ceci. Vous auriez eu ce travail déjà fait parce que vous auriez passé du temps sur un programme de dessin, et cette structure, vous pourriez parfaitement l'importer et ainsi avoir différentes fermes et ne pas forcément être condamné à utiliser le générateur de portique. Mais cela vous obligera forcément à déclarer chacune des hypothèses à ce moment-là. Donc après, il faut voir. Après, ça dépend de chaque projet, hein. J'espère que la réponse est satisfaisante. Il nous reste que 2 questions à répondre. Après Mhm. toute cette modélisation, comment déterminer les dimensions du massif recevant les charges amenées par les porteurs verticaux? Les dimensions des charges du massif. D'accord. Alors, alors, je vais étendre un peu la réponse. Ici, vous avez la possibilité d'obtenir les réactions. En calcul, réaction, vous pouvez voir, par exemple, ici, je vais prendre des enveloppes, ici, et j'ai la descente de charge. Et comme ça, je pourrais sélectionner différents nœuds. Maintenant, si ce que vous voulez, c'est passer au calcul des fondations, vous avez dans la partie inférieure un onglet qui est structure et un autre qui est fondation. Et là, vous pourriez parfaitement calculer vos éléments de fondation. Alors ici, je n'ai plus la superstructure, hein, je n'ai plus que les pieds des poteaux, et je devrais aller à éléments de fondation nouveau. Et là, alors je ne sais pas si la personne qui pose la question connaît un petit peu CP-CAD, mais c'est exactement le même module. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de faire des semelles en béton armé ou en béton massif, bon, ou des semelles sur pieux, si c'était le cas. On va dire des semelles en béton armé. Vous pourriez choisir ici, si vous voulez, une hauteur, enfin une structure de type pyramidal ou à une hauteur constante. Et la plus flexible, c'est celle-ci. Là, en fait, vous vous condamnez à faire des semelles carrées. Là, vous vous condamnez à faire des semelles rectangulaires, centrées en plus. Et là, bah, vous faites ce qui vous intéresse le plus. C'est-à-dire que si moi, ici, alors, il y a un petit carré,
qui bouge à l'intérieur d'un autre. Alors il suffit de cibler, et puis quand le carré intérieur représente le poteau et le carré extérieur représente la fondation. Et là, j'aurai une fondation centrée. Si par exemple ici, je veux faire une fondation de ce type-là ou une fondation d'angle, eh bien, vous voyez comment est le carré petit à l'intérieur du grand, eh bien, j'aurai ceci. Et ainsi de suite. Vous pourriez ici aller sur poutre de liaison, poutre de redressement, ou laisser que le programme choisisse en fonction de ce que vous avez mis au niveau des semelles. C'est-à-dire, si vous avez créé une excentricité, eh ben, il serait normal que ce soit une poutre de redressement pour récupérer le moment d'excentricité. Mais disons que en choisissant cette option, vous laissez le programme choisir. Et vous, ce que vous faites, en fait, c'est que vous allez de poteau en poteau. Alors là, vous voyez que je n'ai pas ces flèches-là. Là, je les ai parce que il se trouve que j'ai un moment à récupérer, ici aussi, hein, puisque ma semelle est excentrée par rapport au poteau. Par contre, dans ce sens-là, les deux semelles n'étant pas excentrées, j'ai pas la flèche. Donc le programme l'a fait pour vous. Hein, vous n'avez pas à choisir ici si c'est redressement ou liaison. Et une fois que vous avez terminé tout ça, eh bien, vous pouvez aller sur calcul. Alors, vous pourriez également les générer, hein, mais vous pourriez calculer. Alors ici, forcément, j'en ai pris que 3, mais le calcul a déjà été fait. Alors, je pourrais dimensionner. Voilà. Alors, j'ai dimensionné, pardonnez-moi. En fait, tout à l'heure, j'ai vérifié. J'ai dimensionné et je peux cliquer sur une semelle. Vous avez l'ensemble euh, des vérifications qui ont été faites. Alors, la dynamique est toujours la même, hein. Vous choisissez le chapitre qui vous intéresse et vous avez ici les différents calculs qui ont été faits. Vous pourriez exporter ceci également. Et pour voir ce qui a été fait, il faudrait donc aller sur éléments de fondation, éditer. Et voilà ce qui a été fait. Alors, en fonction de ce que vous avez fait, par exemple, si je fais celle-là, eh bien, vous aurez ici une semelle différente. Ceci peut être modifié, hein. Chaque partie qui est là est modifiable. Imaginez que vous avez un géotechnicien qui dit que eh bien, vous devez avoir une semelle de 70, pour les raisons que ce soit. Eh bien, vous changez votre semelle et vous avez. Alors, chaque fois, alors si vous redimensionnez, vous perdez vos choix. Vous aurez un calcul nouveau basé sur la descente de charge. Mais si vous vérifiez, eh bien là, il vous dira, ça passe pas. Et il vous dira pourquoi. Par exemple, là, évidemment, en ayant rajouté du béton, j'ai un ratio que j'ai perdu et j'ai également des longueurs d'ancrage qui ne sont plus adéquates. Mais après, vous pourriez parfaitement ici aller à armature et changer tout ça et mettre, par exemple, des longueurs différentes au lieu de 13, mettre les longueurs que vous pensez opportunes. Également, vous pourriez changer, parce que ça, forcément, les longueurs d'ancrage vont varier. Vous pourriez homogénéiser ici vos aciers. Au lieu d'avoir du 12 et du 16, vous pourriez prendre du 16 pour tout. Enfin, après, ça dépend de chaque concepteur. Et Et tout pour la ça, dernière forcément. question, pardon. Oui, pardon. C'est vrai que je m'emballe. Pardon, Véronique. Et j'allais dire, pour la dernière question, est-ce possible de tourner la modélisation dans tous les sens en 3D au moment où on dessine? Oui, oui, oui. Oui, à tout moment. Alors, en structure, ici, j'ai outils. C'est vrai que je ne l'ai pas présenté, celle-là. La question est parfaite ici en outils, vue 3D, structure complète. Et ici, moi, au fur et à mesure de ce que je dessine, eh bien, je peux tourner tout ceci, faire des zooms. Alors, c'est très pratique quand j'introduis des éléments et je me rends compte que finalement, par exemple, ces poteaux ne sont pas tournés dans le sens que je souhaite parce que le programme, eh bien, est paramétré d'une autre façon.
Et vous avez ici, par exemple, le sens fort dans une direction que vous ne souhaitez pas. Eh bien, tout ceci est très, très pratique. Par exemple, ici, finalement, j'ai fait en sorte que les pannes soient alignées sur le point haut, sur une ligne haute par rapport à mes poutres. Bien, mais tout ceci, vous pouvez le voir également. C'est très pratique aussi que lorsque vous passez dans un programme de calcul d'assemblage, parce que là, vous voyez réellement ce que vous faites. Eh Voilà. bien voilà, il n'y a plus de questions. Donc, merci encore une fois, Agustine. Merci à Merci tous à tous. de votre assistance. L'enregistrement, pour ceux qui sont en train de demander l'enregistrement déjà par mail, je vous informe déjà que ce sera à partir de lundi, lorsqu'il sera prêt. Et on vous invite au prochain webinaire, comme je vous ai dit avant. Et on vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir à tous. Au revoir.